Nous assistons à une nouvelle escalade de la violence dans la guerre en Ukraine. Les civils et les zones d'habitation sont notamment pris pour cible. Il y a des appels lancés à la justice internationale à la fois pour les crimes de guerre commis sur le territoire ukrainien et pour prévenir d'autres crimes. Je suis accompagné par Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale. Monsieur Khan, bienvenue. À la lumière de ce qui a été constaté ces derniers temps à Boutcha, nous avons assisté à une enquête du Comité des droits de l'homme de l'ONU dans près de 30 villes où ils ont trouvé des preuves d'exécution et de viol, notamment d'enfants âgés d'à peine 4 ans et de personnes très âgées. Quel est le rôle de la Cour pénale internationale dans la poursuite de ces crimes graves ? Le rôle du procureur est de s'assurer qu'il y a une responsabilité et qu'il n'y a pas de refuge pour l'impunité. Il ne faut pas qu'il y ait une croyance répandue qui nous laisse croire que tout peut se passer et que les actes criminels ne soient pas sanctionnés. Cela exige que nous soyons sur le terrain. Si nous estimons que des crimes ont été commis, il nous faut enquêter et découvrir la vérité, puis avoir la détermination nécessaire pour utiliser les procédures judiciaires afin de présenter les cas aux juges indépendants pour examen. Kiev a poursuivi certaines personnes devant ces tribunaux nationaux, mais la vraie question est de savoir quand nous verrons les généraux et les soldats responsables de ces crimes devant un tribunal. C'est une question de preuve, mais comme je l'ai dit avant mon élection et au début de mon mandat en juin dernier, nous avons la responsabilité de montrer que la justice internationale n'est pas qu'une notion théorique. Les victimes et ceux qui ont le plus besoin du droit, à savoir les personnes les plus vulnérables comme les enfants, les femmes et les hommes civils qui souffrent énormément de la guerre en Ukraine, mais aussi dans de nombreuses régions du monde, doivent se sentir protégés par la justice internationale. Je suis tout à fait conscient du fait que la justice internationale ne peut être considérée comme un exercice de mémoire consistant à enquêter sur des accusations passées présentant un intérêt historique. Envisagez-vous un tribunal ici à La Haye en complément du système judiciaire ukrainien? C'est ce qui est demandé, non? Un tribunal spécial comme pour les crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda. Vous avez certainement raison. Le principe de complémentarité est un principe de base. Nous collaborons d'ailleurs très bien avec les autorités ukrainiennes. Nous menons nos enquêtes de manière indépendante, car bien sûr, nous avons une certaine structure judiciaire que l'Ukraine n'a pas. Nous avons des dispositions spécifiques pour les génocides, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Nous avons donc la capacité d'inculper non seulement les auteurs directs, les personnes soupçonnées d'avoir violé, tué ou posé des bombes, mais aussi les supérieurs militaires ou politiques. C'est un outil juridique dont nous disposons en vertu du statut de Rome et nous l'utiliserons si les preuves le justifient. Il y a quelques semaines, vous avez parlé des échos de Nuremberg. Qu'est-ce que cela implique? Est-ce que le président russe Vladimir Poutine pourrait se retrouver devant un tribunal à La Haye? Nous savons que depuis Nuremberg, les ordres venant des supérieurs ne constituent pas un moyen de défense. La position officielle d'un individu en tant que général, président ou Premier ministre n'est pas un motif d'immunité. La Cour pénale internationale, en tant que tribunal international reconnu par le Conseil de sécurité, utilisé notamment au Soudan, en Libye et dans d'autres pays, est compétente pour traiter tout individu ayant commis des crimes ou ayant empêché ou omis de punir des crimes relevant de notre juridiction. Est-ce que les responsables auront l'immunité en cas d'accord de paix entre l'Ukraine et la Russie? Il n'y a pas d'immunité pour les crimes internationaux. Et l'un des principes de Nuremberg, comme vous le savez, est qu'il n'y a pas de prescription pour les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité. En ce qui concerne les crimes hosti humani generis, donc les crimes contre l'humanité, pour ceux qui violent ces principes fondamentaux, il n'y a pas de refuge et la justice a un rôle important à jouer et nous ferons notre part. Avec le discours que nous entendons de la part de Moscou et des généraux russes, de nombreux experts juridiques disent qu'il s'agit d'une idéologie du génocide. D'après vos propres preuves, ce que vous avez personnellement constaté, est-ce que vous pensez pouvoir enquêter là-dessus? Nous sommes dans un moment très critique, dès l'instant où des dirigeants parlent d'utiliser la violence, les bombes et les balles.
Il faut s'arrêter et se demander où nous allons. Dès la minute où nous parlons d'armes nucléaires tactiques, ce n'est pas seulement la quatrième dimension, c'est la veille d'un véritable cauchemar. Et nous devons prendre cela très au sérieux. Je pense que la justice a un rôle important. Ce n'est pas un film d'Hollywood. Il s'agit de quelque chose qui impacte directement la vie de beaucoup de personnes, notamment les Ukrainiens qui sont maintenant dispersés dans toute l'Europe, qui sont loin de chez eux et séparés de leurs proches. Cela touche aussi ceux qui, comme les membres de mon équipe qui sont à Kiev, sont dans des sous-sols et se demandent quand le prochain missile va frapper. Ces civils méritent toute protection. S'il existe des preuves de violation de la Convention de Genève, que va-t-il se passer? Existe-t-il un moyen d'arrêter ces personnes sur le territoire russe ou ukrainien? Je ne vais pas entrer dans des scénarios spécifiques, mais nous l'avons déjà vu pour les cas de l'ex-Yougoslavie ou le Rwanda. Si le procureur de la Cour pénale internationale conclut après enquête qu'il y a des raisons de croire qu'une personne a commis des crimes, il peut demander un mandat d'arrêt. Les juges détermineront si les critères sont remplis ou pas. Et ensuite, nous entrons dans une phase d'examen des possibilités en matière d'arrestation. Parfois, les accusés se rendent volontairement. Nous avons déjà eu des chefs d'État qui se sont rendus volontairement devant cette cour. Une dernière question avant de vous quitter. Elle concerne l'attaque du pont de Crimée. En tant qu'expert juridique, est-ce une cible militaire légitime étant donné que nous sommes en pleine guerre et qu'il s'agit d'un territoire occupé? Je ne ferai pas de commentaire à ce sujet parce qu'en fait, je ne sais même pas ce qui s'est vraiment passé. Les informations publiques font état d'un certain nombre de scénarios allant d'un accident à un sabotage en passant par toute une série de problèmes. En ce qui concerne ce que cette attaque peut représenter, je ne peux pas vous en dire plus sur le fait que cet événement puisse être considéré comme un crime ou non, ou qu'il s'agisse d'une cible légitime ou pas. Vous ne pouvez pas délibérément, intentionnellement viser des biens civils, des écoles, des hôpitaux, des lieux de résidence, à moins qu'ils soient employés pour obtenir un avantage militaire significatif. Et même dans ce cas, il y a une règle de proportionnalité qui doit être appliquée. Et bien entendu, vous pouvez extrapoler à partir de cela en ce qui concerne les différentes cibles, qu'il s'agisse de ponts ou de sites énergétiques. Mais répandre la terreur n'est pas autorisé. Karim Khan, procureur à la Cour pénale internationale, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Thank you for having me.